Tout d'abord, je tiens à remercier Philippe Walter de m'avoir invité au Collège de France pour parler d'expertise des œuvres d'art et d'analyse scientifique, mais sous un angle exclusivement juridique, puisque je suis professeur de droit et juriste de formation. Appliquée dans le domaine de l'œuvre d'art, la notion d'expertise a un double sens. Le premier sens est économique, c'est peut-être le sens du langage courant. Expertiser une œuvre d'art, ça consiste à en fixer tout simplement la valeur monétaire, combien vaut l'œuvre sur le marché. Mais dans un second sens, expertiser une œuvre d'art, cela consiste à s'interroger sur son authenticité. S'agit-il d'une œuvre authentique ou s'agit-il au contraire d'un faux? On le voit immédiatement, les deux sens sont étroitement liés, dans la mesure où, de nos jours, la valeur économique d'une œuvre dépend principalement de son authenticité. Une œuvre authentique aura une valeur élevée, voire très élevée, tandis qu'une œuvre fausse aura une valeur plus faible, voire très faible. Ce lien qui est fait entre l'authenticité de l'œuvre et la valeur économique de l'œuvre repose sur une idée extrêmement simple. Une œuvre authentique est un bien rare, c'est donc un bien cher, et une œuvre authentique est souvent une œuvre unique, c'est donc un bien encore plus cher. Cela étant dit, les juristes ont tendance à s'intéresser surtout à la seconde acception du terme authenticité, et donc à l'expertise, et donc à l'expertise authenticité. Et je ne dérogerai pas à la règle en m'intéressant ici exclusivement à cette seconde acception. Alors, expertiser une œuvre d'art, au sens qui est retenu ici, ça consiste donc à rechercher si l'œuvre est authentique ou s'il s'agit d'un faux. Mais l'authenticité elle-même est une notion qui s'avère extrêmement floue et qui s'avère assez difficile à saisir. On peut déceler plusieurs formes d'authenticité, en voici les quatre principales. La première, l'authenticité la plus absolue en quelque sorte, s'attache à la paternité de l'œuvre. Cela consiste à établir que l'œuvre a bien été créée par la personne que l'on présente comme étant son auteur. Ainsi, un tableau qui porte la signature de Picasso sera authentique s'il a été effectivement peint par Picasso. Au cas contraire, l'authenticité fera défaut et on sera alors en présence d'une contrefaçon ou d'un faux. Cette première forme d'authenticité, l'authenticité paternité, donc, recèle elle-même plusieurs degrés, ce qui complique les choses. Il est possible, par exemple, que des copies de l'œuvre aient été réalisées par l'auteur lui-même ou sous le contrôle de l'auteur, et sans être dépourvues d'authenticité, ces copies d'œuvres s'avéreront tout de même en quelque sorte moins authentiques que l'œuvre originale. Autre facteur de complication, même observation à propos de ce qu'on appelle les œuvres d'atelier. Il s'agit d'œuvres réalisées non pas par l'auteur lui-même, mais par de simples exécutants ou par de simples élèves, éventuellement sous la surveillance du maître. Là encore, ces œuvres d'atelier seront moins authentiques que les œuvres originales faites par l'artiste lui-même. Et enfin, les choses peuvent se compliquer en présence d'une œuvre à tirage multiple, c'est-à-dire d'une œuvre qui est éditée en plusieurs exemplaires. Une photographie, une lithographie, une gravure, une sculpture en bronze, une œuvre de design, etc. Il faudra alors faire la distinction entre les premiers exemplaires de l'œuvre et puis les suivants, qui seront peut-être moins authentiques que les premiers. Deuxième forme d'authenticité, qui repose non plus sur la paternité de l'œuvre, mais cette fois-ci sur sa date de réalisation. Plus une œuvre est ancienne, plus il est difficile d'en connaître l'auteur. Beaucoup d'œuvres anciennes sont anonymes et il serait absolument vain de chercher à identifier les personnes qui les ont réalisées. Ce qui importe en revanche, c'est tout simplement leur date de réalisation. Ainsi, une statue qui représente un pharaon égyptien façonnée sous le règne du pharaon égyptien sera considérée comme authentique, alors qu'une statue du même pharaon qui serait réalisée au XXe siècle sera considérée évidemment comme un faux, et bien entendu, la valeur attachée à l'une et à l'autre sera totalement différente. Troisième forme d'authenticité, cette fois-ci, l'authenticité peut être tributaire du lieu d'où provient l'œuvre, et ce critère interviendra souvent en corrélation avec le critère précédent, c'est-à-dire avec l'authenticité datation. En ce qui concerne les arts premiers, les arts primitifs, les arts traditionnels, la question n'est pas de savoir qui a créé l'œuvre, mais bien où et quand elle a été créée. Où, dans quel pays, dans quelle région, dans quelle ville, etc. Certaines provenances sont nettement plus recherchées que d'autres et la valeur de l'œuvre, à nouveau, variera en fonction de ce critère. La provenance est également très importante en matière d'art décoratif. Elle se manifestera tout simplement par la mention d'un lieu et ou éventuellement d'une marque de fabrique. Alors la liste peut être très longue, une céramique de Valoris, un vase de Gallet, une porcelaine de Sèvres, du verre de Murano, etc. Enfin, dernière forme d'authenticité, en tout cas principale forme d'authenticité, l'authenticité c'est aussi une œuvre qui n'a subi aucune modification. Aucune modification, c'est-à-dire ni transformation, ni même réparation. Et là encore, ces éléments peuvent avoir une incidence
sur la valeur de l'œuvre. Certes, dans certains cas, l'écoulement du temps aura rendu nécessaire la restauration de l'œuvre, mais dans ce type de cas, on s'attachera à identifier qui est le restaurateur et à évaluer surtout la qualité de son intervention sur l'œuvre. Une œuvre bien restaurée sera donc peut-être plus authentique qu'une œuvre moins bien restaurée. Et évidemment, là encore, cet élément sera déterminant pour le calcul du prix de l'œuvre. À partir de ce rapide tour d'horizon, des différentes formes, des différents degrés d'authenticité, il faut présenter ensuite, toujours en guise d'introduction, le contexte judiciaire dans lequel le débat sur l'authenticité d'une œuvre peut apparaître. Principalement, 3 actions en justice sont concernées. Elles sont assez différentes les unes des autres, même si parfois elles peuvent se cumuler. L'action la plus évidente, l'action en justice la plus évidente, la plus fréquente, c'est l'action qui vise à obtenir l'annulation du contrat de vente de l'œuvre d'art. Supposons qu'une œuvre soit mise en vente et qu'elle soit présentée comme une œuvre authentique. Une personne se porte acquéreur, elle se fie à ce qui lui est dit, elle croit l'œuvre authentique et dès lors elle en paye le prix fort, très élevé parfois. Puis, après la vente, elle s'aperçoit qu'en réalité, l'œuvre qu'elle a achetée est un faux. Dans ces conditions, généralement, elle demandera l'annulation de la vente et elle invoquera pour ce faire ce qu'on appelle une erreur sur les qualités substantielles de la chose, et plus précisément, il s'agira d'une erreur sur l'authenticité de l'œuvre d'art. L'acheteur la croyait authentique, elle s'avère fausse, l'acheteur a donc commis une erreur et cette erreur permettra l'annulation du contrat. Les juges vont prononcer l'annulation du contrat et ils vont remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion de la vente. Concrètement, ça signifie quoi? On fera comme si la vente n'avait jamais été signée, comme si la vente n'avait jamais été conclue. Cela signifie que le vendeur conservera l'œuvre et que l'acheteur, de son côté, conservera le prix qu'il a payé. Et si jamais la transaction a déjà eu lieu, eh bien, on procédera à ce qu'on appelle des restitutions réciproques. Autrement dit, le vendeur rendra l'argent à l'acheteur et l'acheteur, lui, restituera l'œuvre au vendeur. On fait comme si la transaction n'avait jamais eu lieu. En règle générale, quand l'acheteur invoque la nullité du contrat de vente, il cherche en plus à engager la responsabilité des personnes qui l'ont induit en erreur, autrement dit des personnes qui, avant la vente, avaient décrété qu'il s'agissait d'une œuvre authentique et qui finalement ont trompé notre acheteur. Alors, qui sont ces personnes? Eh bien, il pourra s'agir souvent d'un commissaire-priseur, il pourra s'agir aussi d'un expert qui, le cas échéant, a authentifié l'œuvre et a décrété qu'elle était authentique. L'un et l'autre, commissaire-priseur et expert, pourront être alors tenus de verser des dommages-intérêts à l'acheteur qui s'est trompé. L'erreur sur les qualités substantielles est très très souvent invoquée en pratique. Il y a de multiples exemples. Je vous donnerai simplement pour l'instant un exemple récent qui a été amplement commenté dans les médias et qui concerne l'acquisition d'une statue égyptienne par François Pinault et son épouse. En 1998, le couple Pinault achète aux enchères une statue du pharaon Sésostris III qui est présentée au moment de la vente, au moment où il l'achète, comme ayant été façonnée, fabriquée lors du règne du pharaon, c'est-à-dire entre 1878 et 1843 avant notre ère. Ils achètent l'œuvre, ils l'achètent au prix fort, et immédiatement après la vente, une controverse est née au sujet de l'authenticité de cette statue. Les époux, du coup, refusent de payer le prix et ils invoquent une erreur sur les qualités substantielles de cette statue, ils invoquent une erreur sur l'authenticité, erreur qu'ils auraient commise. Alors, l'affaire dure très longtemps, plus d'une dizaine d'années, un véritable marathon judiciaire, et finalement, les tribunaux vont leur donner raison. Les tribunaux vont annuler la vente en estimant que la statue n'a pas été créée sous le règne du pharaon, contrairement à ce qui était présenté, mais qu'elle a été créée, alors pas bien plus tard, mais un peu plus tard, à la fin du Moyen Empire, c'est-à-dire entre 1850 et 1720 avant notre ère. Si ce n'est que certains experts prétendent qu'en réalité la statue a été créée au XXe siècle. En toute hypothèse, la vente a été annulée. Pardon. Le cas le plus fréquent correspond à l'hypothèse que je viens de vous décrire, c'est-à-dire à une erreur qui est commise par un acheteur. Mais il est possible, même si c'est un peu plus rare, que l'erreur sur l'authenticité, aussi bizarre que ça puisse paraître, soit commise par le vendeur. Et là encore, à titre d'exemple, une autre affaire très connue, l'affaire dite du Poussin. Alors on vous a parlé de certains tableaux de Nicolas Poussin, en voici un autre exemple.
En l'espèce, les époux Saint-Armand étaient propriétaires d'un tableau qu'une tradition familiale attribuait positivement à Nicolas Poussin. Ils décident de vendre le tableau aux enchères et le tableau est expertisé avant la vente. Selon l'expert, le tableau n'est pas un Poussin et l'expert attribue le tableau à l'école des Carraches à laquelle n'appartenait pas Nicolas Poussin. Les vendeurs font confiance à l'expert. Le tableau est présenté à la vente comme un tableau de l'école de Carrache et non pas comme un tableau de Nicolas Poussin, et il est adjugé pour une somme très faible à l'époque, enfin relativement faible, 2200 francs en comparaison d'un Poussin, ça n'a strictement rien à voir. Qui achète ce tableau? La direction des musées de France, puisqu'elle va exercer son droit de préemption au moment de la vente aux enchères, et la direction des musées de France, la RMN, devient propriétaire du tableau. Puis, le tableau est exposé au Louvre, et lorsqu'il est exposé au Louvre, il est présenté comme un authentique tableau de Nicolas Poussin. Alors évidemment, les époux Saint-Armand sont furieux, et les époux Saint-Armand, s'ils avaient su qu'ils vendaient peut-être un tableau de Nicolas Poussin authentique, ne se seraient pas contentés des 2200 francs qui leur ont été attribués à l'époque. Dès lors, c'est bien eux, vendeurs, qui ont invoqué leur propre erreur sur l'authenticité. Ils ont vendu un tableau qu'ils croyaient être un faux, alors qu'en réalité, au moment où ils le vendaient, il s'agissait peut-être d'une œuvre authentique, ce que confirmera ensuite sa présentation au Louvre. Ils invoquent leur propre erreur, ils invoquent la nullité du contrat, ils cherchent à engager la responsabilité et du commissaire-priseur et de l'expert qui les ont induits en erreur. Véritable marathon judiciaire là encore, ça se commence en 1972, ça se termine en 1987, c'est extrêmement long, mais les tribunaux leur donnent finalement gain de cause, la vente est annulée. L'annulation du contrat de vente n'est pas la seule sanction judiciaire possible en matière d'authenticité. Une deuxième action en justice qu'on peut envisager, c'est l'action en contrefaçon. Un artiste qui a créé une œuvre est investi de ce qu'on appelle le droit d'auteur, qui va lui permettre, par exemple, notamment en comportant plusieurs attributs, de s'opposer à la reproduction de tout ou partie de son œuvre. Dès lors, si une personne reproduit sans l'autorisation de l'artiste l'œuvre ou certains éléments de l'œuvre, l'auteur pourra agir contre cette personne en contrefaçon. L'action en contrefaçon, pour faire vite, se décompose elle-même en deux volets, deux actions, une action civile d'une part et une action pénale d'autre part. L'action civile, cela va permettre de faire cesser la fabrication des contrefaçons, de retirer des circuits économiques les contrefaçons qui ont déjà été écoulées et de détruire ces contrefaçons déjà écoulées. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'action civile, l'auteur, et c'est ça qui l'intéresse souvent, va pouvoir obtenir des dommages-intérêts, parfois des dommages-intérêts assez élevés, de la part du contrefacteur. Et puis, second volet, le volet pénal. Cette fois-ci, le contrefacteur, dans le cadre d'une action en contrefaçon pénale, va être condamné à une amende qui sera versée à l'État et peut être condamné à une peine de prison. Alors, en principe, l'amende peut aller jusqu'à 300 000 €, c'est assez élevé, et la peine de prison jusqu'à 3 ans, mais en pratique, ces peines ne sont que très rarement, ces peines maximales ne sont que très rarement prononcées. L'intérêt, c'est qu'au décès de l'auteur, le droit d'auteur, en tout cas le droit de reproduction, va se transmettre à ses héritiers pour une durée de 70 ans. Ce qui fait que les héritiers de l'auteur, pendant cette durée, 70 ans post-mortem, vont à leur tour pouvoir agir en contrefaçon. En revanche, passé cette période, passé les 70 ans qui suivent la mort de l'auteur, on dit que l'œuvre tombe dans le domaine public et en principe n'importe qui peut la reproduire sans autorisation. Enfin, troisième et dernière action en justice qui nous intéresse ici, après l'action en nullité du contrat, après l'action en contrefaçon, la troisième action est prévue par la loi du 9 février 1895, c'est la loi sur les fraudes en matière artistique. Alors, sans entrer dans le détail, ça permet de sanctionner les faussaires et les professionnels qui écoulent des faux sur le marché de l'art, qui écoulent des faux en usurpant un nom ou en créant une fausse signature qu'ils reproduisent sciemment sur l'œuvre. Cette action peut être mise en œuvre par diverses personnes, l'acheteur de l'œuvre, l'artiste qui a créé l'œuvre, les héritiers de l'artiste, là encore, mais aussi l'État, sous la forme du ministère public. Cette action conduit à des sanctions assez lourdes. Les faussaires peuvent être condamnés à 2 ans de prison, 75 000 € d'amende, des dommages-intérêts. Les faux seront confisqués, remis aux plaignants, détruits éventuellement. Si ce n'est que l'action comporte une limite majeure, comme l'action en contrefaçon qu'on vient d'évoquer, elle ne peut être intentée que du vivant de l'auteur ou durant les 70 ans qui suivent sa mort, mais pas une fois que l'œuvre sera tombée dans le domaine public. Voilà donc présenté ce que recouvre la notion d'authenticité et l'arsenal judiciaire qui permet de sanctionner cette absence de qualité. Il faut préciser à présent qui va apprécier cette authenticité. Alors en cas de doute, les propriétaires d'œuvres d'art, les vendeurs, les acheteurs sont rarement en mesure
à moins d'avoir des connaissances très précises, d'apprécier eux-mêmes l'authenticité de l'œuvre. Même son de cloche du côté des juges qui ne sont pas formés spécialement à évaluer l'authenticité des œuvres d'art. Les commissaires-priseurs, les marchands, les autres professionnels du marché de l'art ont certes, eux, une solide expérience, ils connaissent généralement assez bien le marché, mais parfois ils ne sont pas omniscients par hypothèse, et parfois ils peuvent connaître certains artistes, certaines périodes mieux que d'autres, avoir des doutes, vouloir être confortés dans leur opinion, et donc faire appel à des personnes extérieures. Même constat du côté des héritiers des artistes. Vous avez toujours certains héritiers qui sont en charge de la promotion de l'œuvre, mais il arrive que parfois ces héritiers aient eux-mêmes des doutes sur l'authenticité. Bref, vous l'aurez compris, dans toutes ces hypothèses, l'authentification de l'œuvre suppose d'avoir recours à une tierce personne spécialement formée à cet effet. Et cette tierce personne spécialement qualifiée, c'est ce que l'on appelle l'expert. Aujourd'hui, les experts disposent de deux modes d'expertise en schématisant, en synthétisant un petit peu. Premier mode d'expertise, un mode d'expertise qu'on peut qualifier de classique. Ce mode d'expertise classique, cela repose sur une analyse artistique, sur une analyse historique, sur une analyse stylistique de l'œuvre. Et pour faire simple, dans la suite de l'exposé, je parlerai d'expertise stylistique, tout simplement. D'autre part, autre forme d'expertise, l'expertise qui s'est développée plus récemment, l'expertise qui nous intéresse directement aujourd'hui, c'est l'expertise technique et scientifique, et pour faire simple là encore, je la décrirai dans la suite des développements comme une simple expertise scientifique. Et c'est à elle, vous l'aurez compris, qu'est consacré ce séminaire. Cette précision me permet de clore cette longue mais nécessaire introduction et d'entrer dans le vif du sujet, afin d'analyser sous un angle juridique ce qu'est l'expertise scientifique des œuvres d'art. Le plus simple m'a semblé d'envisager la question sous un angle purement chronologique. Et on va raisonner en trois temps. Dans un premier temps, je voudrais vous présenter comment se passe le déclenchement de l'expertise scientifique. Dans un deuxième temps, le déroulement de l'expertise scientifique. Et pour terminer, dans un troisième temps, le dénouement de cette expertise scientifique. Vous l'aurez compris, ce sont les trois temps de l'analyse. Et on commence immédiatement avec le déclenchement de l'expertise scientifique. Afin d'étudier cette phase de déclenchement de l'expertise scientifique, je voudrais tout d'abord m'intéresser au principe même du recours aux analyses scientifiques et puis ensuite aux modalités exactes de recours aux analyses scientifiques. En ce qui concerne le principe de recours aux analyses scientifiques, je viens de vous le rappeler, l'expertise d'une œuvre d'art peut passer par deux types d'expertise, l'expertise stylistique et l'expertise scientifique d'autre part. Les expertises scientifiques, à mon sens, ne peuvent se comprendre aujourd'hui que par comparaison, que par rapport avec les expertises classiques que sont les expertises stylistiques et qui longtemps ont été le modèle dominant. Aussi, pour être tout à fait complet dans ma présentation, je voudrais tout d'abord vous présenter l'expertise stylistique et ensuite vous présenter ce qui nous intéresse plus directement, l'expertise scientifique. Donc, rapide présentation de l'expertise stylistique. En matière d'authentification des œuvres d'art, c'est la forme la plus classique d'expertise. La première question qu'il faut se poser, en quoi consiste l'expertise stylistique ? Eh bien, lorsqu'une œuvre d'art est soumise à un expert stylistique, il va se livrer tout d'abord à certaines analyses à partir de l'œuvre elle-même. Ça vous a été expliqué. On va prendre l'exemple d'une peinture. L'expert va analyser le sujet de l'œuvre, il va analyser sa composition picturale, il va analyser la technique utilisée par l'artiste, etc. Grâce à ces différentes analyses, il va comparer l'œuvre qui lui est soumise aux autres œuvres connues de l'artiste en question, et cela va lui permettre de savoir s'il s'agit d'une œuvre authentique ou d'un faux. Mais son travail ne s'arrête pas là. L'expert stylistique, au sens large, va aussi s'efforcer de dater l'œuvre, ou au moins d'essayer de la situer le plus précisément possible dans la carrière de l'artiste. Et il lui faut pour cela, bien sûr, des connaissances historiques en la matière. Enfin, autre mission, la provenance de l'œuvre. Qui ont été ses propriétaires successifs? Où a-t-elle été vendue? Où a-t-elle été revendue? Où a-t-elle été exposée? Etc. Et bien sûr, l'expert va se méfier plus naturellement d'œuvres qui sont inédites. Il va aussi se méfier d'œuvres dont il n'arrive pas à retracer l'entier parcours à travers les âges. Quelles sont les qualités à présent qui sont requises pour être expert stylistique? En réalité, n'importe qui peut se prétendre expert en matière d'œuvres d'art. Aucun diplôme n'est exigé. Il existe des listes d'experts, notamment des listes auprès des tribunaux, mais il n'est absolument pas obligatoire d'être inscrit sur ces listes pour être expert. Certains experts sont des généralistes, d'autres sont des spécialistes, d'autres sont ultra spécialistes de telle période, de tel artiste. Tout ça est extrêmement variable.
Le seul critère, mais il est extrêmement flou, c'est la renommée. Ce qui fait l'expert, c'est avant tout sa renommée. On constate en pratique qu'un expert stylistique a de solides connaissances en matière d'histoire de l'art, qu'il a une expérience professionnelle nourrie en général, ce n'est pas le perdreau de l'année, l'expert stylistique. Et ce sont souvent des personnes qui disposent ou qui au moins ont accès à une documentation importante, voire très importante. Dernier point, qui en est la conséquence, qui exerce en pratique les fonctions d'expert stylistique? Alors, de très nombreuses personnes sont susceptibles d'exercer ces fonctions. Un universitaire, un critique d'art, un galeriste, un antiquaire, l'auteur du catalogue raisonné d'un artiste, un simple amateur, un peu plus éclairé que les autres. Les commissaires-priseurs eux-mêmes sont les premiers experts stylistiques. Ils se livrent eux-mêmes à des expertises. Ils ont parfois des experts salariés au sein de leurs études. Parfois encore, ils peuvent faire appel à des experts extérieurs à leurs études. Autres experts, les héritiers des artistes, très souvent. L'artiste lui-même est bien sûr le premier expert de sa propre œuvre. Autres experts, les fondations qui sont constituées en vue de la promotion des œuvres d'artistes. Et il est assez fréquent que les héritiers, les artistes eux-mêmes, les fondations, constituent ce qu'on appelle des comités de recherche. Un comité de recherche étant une institution qui regroupe différents types d'experts stylistiques au sens général, des universitaires, des marchands, des historiens, etc. Alors, il en existe de très nombreux. Ces comités de recherche délivrent parfois des certificats d'authenticité. Alors, quelques exemples assez éclairants, mais la liste est absolument non exhaustive. Le comité Picabia, la société Kandinsky, l'Association pour la défense de l'œuvre de Miro, le comité Chagall. Du côté de Picasso, une toute nouvelle structure, Picasso Authentification, qui est chargée de délivrer ce type de certificat d'authenticité. Mais ça ne concerne pas que des artistes récents. Par exemple, pour Rembrandt, le Rembrandt Research Project a aussi vocation à authentifier les œuvres de Rembrandt. Voilà donc pour l'expertise stylistique. Qu'en est-il à présent de celle qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'expertise scientifique? L'expertise qui repose sur des analyses scientifiques est un mode d'expertise assez récent. C'est très simple, c'est lié aux évolutions des techniques. Et je pense que raisonnablement, on peut faire remonter l'essor de l'expertise scientifique au début des années 80. C'est à partir de là qu'elle a commencé à véritablement se développer. Alors, en quoi consiste-t-elle, cette expertise scientifique? On le verra tout à l'heure, et ça vous a été indiqué par Philippe Walter. Ça correspond à des procédés chimiques, physiques, qui vont être mis en œuvre sur l'œuvre. Il existe des procédés d'analyse des surfaces, des procédés d'analyse des structures, des procédés de datation. Et en prenant l'exemple d'une peinture, c'est extrêmement simple, en tout cas en apparence, l'expert va analyser ce qui se trouve sous l'œuvre visible, il va analyser les pigments pour savoir comment est composée la couleur, il va analyser les craquelures pour s'intéresser au vieillissement de la toile, il va s'intéresser au tissage de la toile, il va s'intéresser au bois dont est fait le châssis, toutes sortes de choses qui composent l'œuvre. Et puis ensuite, il va confronter ces analyses à ses connaissances de l'histoire des techniques. Il va se poser un certain nombre de questions. Est-ce que le pigment utilisé existait à la date à laquelle est censée avoir été créée l'œuvre? Est-ce que le tissage de la toile est régulier, ce qui laisse entendre qu'il s'agit d'une toile récente, ou est-ce qu'il est au contraire irrégulier? Est-ce que le bois qui est utilisé, le peintre pouvait, dans le châssis, le peintre pouvait raisonnablement se le procurer à l'époque où il est censé avoir peint le tableau et à l'endroit où il vivait ou travaillait à l'époque? À partir de là, seconde question, quelles sont les qualités requises pour être expert scientifique? Alors là encore, aucun diplôme n'est requis. Toutefois, en pratique, les experts scientifiques sont évidemment des ingénieurs, chimistes ou physiciens. Et ils ont en outre l'expérience de l'expertise des œuvres d'art, qui est quand même une forme d'expertise scientifique, me semble-t-il, assez particulière. Et donc on s'en rend compte assez vite, derrière la personne désignée, il faut des infrastructures, et parfois des infrastructures un peu lourdes, de sorte que l'expert, ce sera souvent un laboratoire, ou quelqu'un qui appartient à un laboratoire. Alors à cet égard, quelques précisions. En France, il existe plusieurs laboratoires spécialisés dans l'expertise des œuvres d'art, mais la plupart de ces laboratoires sont placés sous la responsabilité de l'État ou d'organismes publics. Le plus connu, le mieux doté, sans doute le plus performant, est le laboratoire de recherche des musées de France, qui est situé au Louvre. L'inconvénient, c'est que ces laboratoires publics n'ont pas le droit, en principe, n'ont pas vocation à expertiser des œuvres propriétés de personnes privées, de sorte qu'ils ne peuvent expertiser que les œuvres appartenant à des collections publiques, et notamment des œuvres appartenant à des musées, même s'il y a quelques exceptions qu'on relève en pratique. Alors, lorsqu'on est une personne privée et qu'on est propriétaire d'une œuvre d'art, ou lorsqu'on veut vendre une œuvre d'art, eh bien, en principe, il faut faire appel à des laboratoires privés.
Et ces laboratoires privés ont rarement un budget à disposition aussi important que les laboratoires publics, de sorte qu'ils ne disposent pas de toutes les technologies, ou pas forcément de toutes les technologies dont disposent les laboratoires publics. Alors il est assez difficile de se faire une idée du nombre exact de laboratoires privés qui existent aujourd'hui en France et qui sont spécialisés dans l'authentification des œuvres d'art. Il y a une thèse de 2006 qui fait état de 3 laboratoires privés. Il semble que depuis, il y en ait un peu plus, mais on est vraisemblablement en dessous de la dizaine, ce qui fait tout de même pas beaucoup. Avec néanmoins 2 petites précisions. Il arrive, mais c'est exceptionnel, que des laboratoires publics se livrent à des expertises d'œuvres privées. Il y a en tout cas un exemple en jurisprudence, un arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en 2002, où l'expertise scientifique, c'était une statuette égyptienne, le litige concernait une statuette égyptienne, l'expertise scientifique a été faite par le musée de minéralogie de l'École des Mines à Paris. Et puis, seconde précision, lorsqu'une expertise, on y reviendra tout à l'heure, est ordonnée par un juge, le juge a toujours la possibilité de faire appel au laboratoire d'expertise de la police judiciaire. Et un exemple assez récent, une décision du 29 mars 2009, un litige qui concerne l'authenticité d'une œuvre de Miro, et le tribunal de grande instance de Paris, par exemple, a nommé en tant qu'expert une personne appartenant au laboratoire de police scientifique de Paris. Donc c'est une forme d'expertise publique, mais dans le cadre d'un concours prêté à la justice. Voilà pour le principe même du recours à l'expertise scientifique. Passons aux modalités du recours aux analyses scientifiques, toujours dans le cadre de cette première partie. Alors aujourd'hui, les analyses scientifiques sont possibles, c'est ce qu'on vient de voir, elles sont de plus en plus perçues comme une véritable nécessité. Cette nécessité, toutefois, dépend du contexte dans lequel l'expertise est menée, et on opposera ici 2 séries d'expertises, 2 séries de contextes. Tout d'abord, l'expertise qui est menée a priori, c'est-à-dire en dehors de tout procès, et puis l'expertise ensuite qui est menée a posteriori, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès. Tout d'abord, recours aux analyses scientifiques en dehors de tout procès. Alors l'expertise d'une œuvre d'art peut intervenir a priori, indépendamment de tout procès, indépendamment de tout litige. C'est par exemple le propriétaire qui veut s'assurer que son œuvre est authentique et qui décide de la faire expertiser sans qu'il y ait le moindre contentieux. Généralement, ce type d'expertise a toutefois lieu préalablement à la vente de l'œuvre d'art. L'expert pourra intervenir soit à la demande du vendeur, soit à la demande du commissaire-priseur, soit à la demande de l'acheteur. Prenons l'exemple le plus fréquent. Un commissaire-priseur est chargé de la vente d'une œuvre d'art et avant de la vendre, il veut s'assurer de son authenticité, mais il se contente de faire appel à un expert stylistique. Et l'un et l'autre décident qu'il n'est pas utile de recourir à une expertise scientifique. L'œuvre est perçue par le commissaire-priseur et par son expert stylistique comme une œuvre authentique, elle est vendue, elle est payée cher par l'acquéreur, et par la suite, l'acquéreur s'aperçoit qu'il s'agit en réalité d'un faux. L'acquéreur, je vous l'ai dit, va demander l'annulation de la vente, il va chercher à engager aussi la responsabilité du commissaire-priseur et la responsabilité de l'expert stylistique qu'il estime responsable de son erreur. Est-ce qu'à l'occasion de cette action, il peut reprocher au commissaire-priseur et ou à l'expert stylistique de ne pas avoir eu recours à une expertise scientifique préalablement à la vente, expertise scientifique qui aurait peut-être révélé, même sans doute révélé, qu'il s'agissait d'un faux. En d'autres termes, est-ce qu'il existe une obligation d'avoir recours à l'expertise scientifique avant toute vente d'œuvres d'art? Alors cette question, la réponse de principe est négative, elle est négative, mais il existe une exception. Par principe, les tribunaux considèrent qu'il n'est pas obligatoire d'avoir recours à une expertise scientifique avant la vente d'une œuvre d'art. L'idée, c'est qu'on pense, peut-être à tort, que l'expertise scientifique, c'est long, c'est coûteux. Or, les ventes d'œuvres d'art, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit efficace. La sécurité des transactions est à ce prix-là. Si bien que les juges ont tendance à considérer qu'il n'est pas obligatoire d'avoir recours à une telle expertise scientifique. Je pourrais vous donner plusieurs exemples. Je me contenterai d'un exemple assez récent, un arrêt de la Cour de cassation du 10 juillet 2013, dans laquelle il était question d'une œuvre attribuée à Sophie Tauber-Arp, datée de 1932, intitulée « 4 espaces à cercle rouge roulant ». Alors Sophie Tauber-Arp est la femme du peintre Jean Arp et elle est décédée en 1943. S'agissant de cette œuvre litigieuse, Jean Arp lui-même, donc le mari, l'authentifie en 1957. Il considère qu'elle est authentique. Et par la suite, une galerie spécialisée va à son tour considérer qu'il s'agit d'une œuvre authentique. Le parcours de l'œuvre est intéressant parce qu'elle va être ensuite exposée en 1964 lors d'une rétrospective et à nouveau Jean Arp va la présenter comme une œuvre authentique peinte par sa femme.
Puis l'œuvre est vendue aux enchères, on est en 1998, et dans ce contexte, le commissaire-priseur étant certain qu'il a affaire à une œuvre authentique, il décide de la vendre sans réserve, en indiquant qu'il s'agit d'une œuvre authentique et sans faire appel à un expert extérieur. Après la vente, l'acquéreur, contre toute attente, s'aperçoit que cette œuvre n'est pas authentique parce qu'elle n'a pas pu être réalisée du vivant de l'artiste. Alors, il s'en rend précisément compte, et on en vient au sujet, grâce à une analyse scientifique en laboratoire, analyse qui porte sur le papier qui est utilisé. Et l'expertise révèle que ce papier date de 1950, soit 7 ans après le décès de l'artiste, et que donc elle n'avait pas pu peindre réaliser cette œuvre sur ce papier. Notre acheteur obtient donc l'annulation de la vente, mais évidemment ça ne lui suffit pas, et il cherche aussi à engager la responsabilité du commissaire-priseur, et il lui reproche de ne pas avoir utilisé des procédés d'expertise scientifique avant la vente qui auraient pu révéler cette erreur. La Cour d'appel de Paris repousse sa demande, la Cour de cassation approuve l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. On ne peut pas reprocher à l'expert, au commissaire-priseur, de ne pas avoir mené d'analyse scientifique. En l'état des données connues du tableau, il n'était pas nécessaire, il n'était pas obligatoire de le faire. Alors toutefois, cette solution comporte certaines exceptions. 2 exceptions, et j'irai très vite. La première, c'est qu'on peut considérer que si le commissaire-priseur a un doute, ce qui n'était pas le cas dans l'affaire Harpe, si le commissaire-priseur a un doute, là, il doit faire appel aux experts, et notamment, on peut penser aux expertises scientifiques si elles permettent de démêler le vrai du faux. Et puis, seconde exception, pour ce qui concerne les analyses scientifiques qu'on peut qualifier de légères, eh bien là, elles sont très simples à mettre en œuvre et le commissaire-priseur a une obligation de les mettre en œuvre avant la vente. Je pense surtout à l'examen à la lampe à ultraviolet, ce qu'on appelle la lampe de Wood, qui permet de déceler notamment certains repeints. Un arrêt de la Cour d'appel de Rouen, par exemple, de 1995, a estimé qu'un commissaire-priseur qui n'avait pas utilisé cette technique avant une vente engageait sa responsabilité. On passe à présent au recours aux analyses scientifiques dans le cadre du procès. L'analyse scientifique peut intervenir a posteriori, en quelque sorte, c'est-à-dire une fois que le litige est né et le juge va décider de recourir à une telle expertise. Dans ce cas-là, on parle d'expertise judiciaire, l'expertise commandée par un juge. Alors, quelques exemples qui montrent que ce type d'expertise, l'expertise scientifique, est de plus en plus commandée par des juges, et il y en a de plus en plus dans le cadre de l'expertise judiciaire. 2 exemples. Premier exemple, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, 23 mars 2011, une personne qui acquiert un Chagall qui est signé et qui est daté de 1916. Le dossier est assez solide. Le tableau est accompagné d'un certificat du département scientifique du musée de l'Ermitage, donc il y a déjà eu des analyses scientifiques. Et le musée de l'Ermitage, s'appuyant sur plusieurs analyses scientifiques, estime qu'il s'agit d'une œuvre authentique. Mais l'acquéreur veut plus. Et une fois qu'il a acquis l'œuvre, il s'adresse au comité Chagall et il cherche à obtenir un certificat d'authenticité de la part du comité Chagall. Or, il tombe sur un X, c'est-à-dire que le comité Chagall refuse de délivrer le certificat d'authenticité en dépit du certificat présenté et qui provient du musée de l'Ermitage. Pour le comité Chagall, c'est un faux. En 1916, Chagall ne peignait pas des tableaux de ce type. Le tribunal de grande instance s'est saisi de l'affaire, parce qu'évidemment notre acheteur ne s'arrête pas là, et le tribunal de grande instance s'est saisi de l'affaire et commet 2 experts, mais 2 experts qui vont se contenter d'un examen à la lampe à ultraviolet, mais qui pour le reste sont 2 experts stylistiques, donc pas d'expertise scientifique devant le tribunal, en tout cas dans un premier temps. Et nos 2 experts vont dans le sens du comité Chagall. Ils considèrent aussi que c'est un faux et qu'en 1916, Chagall ne peignait pas des toiles de ce type. L'acquéreur fait appel, il est acharné, et il demande à bénéficier en plus d'une expertise scientifique. Il dit non, ça ne suffit pas, moi je ne veux pas qu'une expertise stylistique, je veux aussi une expertise scientifique. Et la Cour d'appel va faire droit à sa demande. La Cour d'appel va diligenter une double expertise, donc une nouvelle expertise stylistique d'une part, et une expertise scientifique d'autre part, ce qui montre à quel point les tribunaux aujourd'hui sont sensibles aux vertus de ce type d'expertise. Alors au-delà de ces quelques exemples, quelques précisions sur les modalités de désignation de l'expert scientifique. Très souvent, la justice se contente de désigner un seul expert. Alors traditionnellement, quand elle désignait un seul expert, c'était avant tout un expert stylistique. Mais de plus en plus, on constate que quand les juges décident de recourir à une seule expertise, d'une seule personne, ça pourra être un expert scientifique. Nombreux litiges relatifs aux œuvres de Miro où le seul expert désigné a été un scientifique. En toute hypothèse, que l'expert désigné soit un scientifique ou que l'expert unique désigné soit un expert stylistique, la justice lui permet toujours de recourir à des experts extérieurs, ce qu'on appelle des sachants ou des sapiteurs, pour se faire aider dans son expertise. Et si par exemple le juge a nommé un seul expert chargé d'une expertise scientifique, celui-ci pourra désigner comme
aide, comme Sapiter, un expert stylistique, et vice-versa. Et puis, l'autre formule, qui est souvent intéressante, ça consiste à désigner un collège, un comité d'experts, en mêlant experts scientifiques, experts stylistiques, sans hiérarchie entre les deux. En réalité, tout dépend de l'objet du litige et toutes les modalités possibles sont autorisées en la matière. Passons à présent à la deuxième étape, le déroulement en lui-même de l'expertise scientifique. Comment se déroulent concrètement les opérations d'expertise? En 2 points, là encore. Tout d'abord, je voudrais vous présenter la variété avérée des analyses scientifiques et ensuite m'intéresser aux défauts supposés, mais uniquement supposés, des analyses scientifiques, défauts qui, à mon sens, doivent être nuancés. Je pense que mon voisin partage cette opinion. On commence par la variété avérée des analyses scientifiques. Alors, à l'origine, les analyses scientifiques, c'est très simple, ce sont des procédés extrêmement rudimentaires, c'est la loupe. Bon. Et c'est, alors encore plus rudimentaire et assez désastreux parfois, le procédé qui consiste à planter une aiguille dans la toile pour en apprécier la résistance et savoir si la peinture est récente ou ancienne. Bon. Les progrès de la science, bien sûr, et surtout de la chimie et de la physique, ont permis de multiplier les procédés qui sont à disposition des experts, en les rendant plus sophistiqués, bien sûr, et aussi beaucoup plus fiables que ces procédés rudimentaires. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au départ, et ça a été un peu évoqué tout à l'heure, ces procédés n'étaient pas destinés à authentifier les œuvres. En réalité, à l'origine, c'était des procédés qui permettaient de livrer un diagnostic sur l'état de l'œuvre. Et ce diagnostic servait à optimiser ses conditions de conservation et à décider par ailleurs, parfois, d'une restauration de l'œuvre. Et puis on s'est aperçu, c'est assez logique, que ces procédés scientifiques permettaient aussi de savoir, dans certains cas, si on avait affaire à une œuvre authentique ou à un faux, et progressivement, grâce notamment à la maîtrise de l'histoire des techniques, qui s'est conjuguée au progrès technique, eh bien, ces procédés sont devenus des procédés d'authentification. Alors aujourd'hui, d'autres procédés ont vu le jour depuis, et aujourd'hui, on dénombre, semble-t-il, mais je parle sous le contrôle de mon voisin, une trentaine de procédés qui permettent, des procédés très variés qui permettent l'expertise scientifique des œuvres d'art. Alors 3 types de procédés, mais j'irai assez rapidement, l'analyse des surfaces, l'analyse des structures et les procédés de datation. On commence par l'analyse des surfaces, c'est en apparence, en tout cas, la technique la plus simple. À l'origine, il y avait la loupe, je vous l'ai dit, et puis on est passé au microscope, aux rayons X, aux ultraviolets, aux infrarouges, aux scanners, etc. Ces analyses vont permettre d'identifier les repeints et les apports effectués par d'éventuels restaurateurs, l'analyse des craquelures, ça vous a été montré tout à l'heure, et puis aussi, et ça vous a été montré tout à l'heure, l'analyse des repentirs, c'est-à-dire des différentes périodes par lesquelles est passé l'artiste quand il a créé son œuvre. Et bien sûr, c'est un élément non négligeable et parfois, l'existence de repentirs derrière ce que l'on voit, ça permet de confondre les faussaires. Pourquoi ? Parce qu'un faussaire aura toujours tendance à donner à son œuvre sa texture définitive. Il n'y aura pas d'esquisse cachée sous l'œuvre, alors que l'artiste véritable, lui, il passera par des périodes de doute, par des périodes de révision de sa propre création. Alors, la justice s'est prononcée sur le sujet, et c'est pour ça que je l'évoque, un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg, 23 février 1988. Un tableau est acheté par la ville de Strasbourg. Il est présenté comme provenant de l'entourage de Simon Vouette, qui est un artiste peintre du XVIIe siècle. Et le laboratoire du Louvre va procéder à un examen radiologique. Cet examen radiologique révèle l'existence, derrière ce que l'on voit, de repentirs réalisés par l'artiste lui-même. Et dès lors, le tribunal va avaliser les conclusions de l'expert en déduisant, alors je cite, c'est assez rare, de manière irréfutable que l'œuvre est un original. Voilà, on le verra, c'est assez rare. Ajoutons que l'analyse des surfaces ne se limite pas au domaine de la peinture, il en existe également en matière de sculpture. On va par exemple analyser précisément la trace des outils employés pour sculpter, alors avec quelques doutes parfois. Évidemment, si on décèle des traces d'outils modernes, il y a plus de chances qu'il s'agisse d'un faux si l'œuvre est présentée comme une œuvre ancienne que si l'on découvre au contraire la trace d'instruments anciens. Passons à la deuxième forme d'analyse, l'analyse des structures. L'analyse des structures, ça consiste à examiner la matière qui est utilisée, analyse chimique des atomes, des molécules, des cristaux, des dépôts laissés en surface. Je n'entrerai pas dans le détail là non plus. Dans le cas d'un tableau, c'est évidemment l'analyse des pigments, l'analyse de la toile, l'analyse du bois, etc. Et on va confronter ces analyses aux connaissances connues en matière d'évolution des techniques. Ce qu'il est important de connaître, bien sûr, et vous l'aurez compris tout au long des cours de Philippe Walter, c'est la date à laquelle ont été créés notamment des pigments par synthèse chimique.
Alors, les dates, que je maîtrise évidemment beaucoup moins bien que mon voisin, le bleu de Prusse, 1704, le bleu de cobalt, 1804, l'outre-mer artificiel, 1828, le blanc de zinc, etc., le blanc de titane, 1918, mais avec des procédés d'obtention qui ont pu varier par la suite. Et un exemple récent, tiré de la jurisprudence des 2 dernières années, une œuvre portant la signature de Miro, datant de 1929. Le pigment utilisé n'avait été mis sur le marché qu'en 1935, de sorte que l'on a pu en déduire qu'il s'agissait d'un faux qui n'avait pas été créé en 1929 comme il était prétendu. Alors, du côté des sculptures, à présent, l'analyse des structures, ça va consister à examiner la composition du matériau sculpté, puisqu'on connaît la provenance de la plupart des matériaux utilisés en sculpture en fonction des époques, en fonction des trajets qu'ils ont raisonnablement pu faire à certaines époques. Eh bien, par exemple, une sculpture qui est présentée comme une antiquité égyptienne pourra être considérée comme un faux si l'on s'aperçoit que la pierre qui la compose se trouvait essentiellement en Asie et qu'il n'était pas possible qu'il y ait eu un voyage entre l'Asie et l'Égypte à la date à laquelle l'œuvre est censée avoir été réalisée. Troisième et dernière catégorie de procédés, ils vous ont été présentés rapidement tout à l'heure, je n'insiste pas. Le carbone 14, la thermoluminescence, cela permettra notamment une datation précise et parfois très précise de l'œuvre ou de certaines matières plutôt composant l'œuvre. Quels sont à présent les défauts supposés des analyses scientifiques ? Alors les analyses scientifiques ont été un peu décriées, peut-être qu'elles le sont beaucoup moins aujourd'hui. On s'est demandé si l'analyse scientifique, ce n'était pas un luxe, tout simplement. Et on s'est demandé plus radicalement si l'analyse scientifique n'était pas un mal. Je crois qu'aujourd'hui, il faut très fortement nuancer ces deux critiques. Alors, première critique, l'analyse scientifique, ce serait un véritable luxe. Pourquoi ? Parce qu'on nous dit que les méthodes d'analyse scientifique seraient complexes à mettre en œuvre, ce serait long, ce serait surtout coûteux. Ça concerne avant tout les méthodes d'analyse des structures et les méthodes de datation. Alors, première enveloppe budgétaire, des équipements lourds et donc des équipements chers. Ça coûte cher, nous dit-on, l'analyse scientifique. Deuxième volet financier, il faudrait, pour mener des analyses scientifiques, un personnel spécialement qualifié, spécialement formé à cet effet. Et il est évident que plus le personnel est qualifié, plus le coût de la main-d'œuvre est élevé. Enfin, troisième poste de dépense, il peut sembler négligeable, en réalité c'est souvent le poste le plus important de dépense, c'est le déplacement de l'œuvre. Si l'analyse scientifique s'opère grâce à des infrastructures et des moyens lourds, on ne peut pas faire venir ces moyens à l'œuvre, et c'est donc l'œuvre qui doit être déplacée pour être analysée par ces moyens lourds. Or, le voyage d'une œuvre est quelque chose qui coûte cher, notamment d'une œuvre dont on imagine qu'elle est de très grande valeur. Il y a le coût du voyage en lui-même, mais ça finalement c'est pas grand-chose. Il y a surtout le coût d'assurance. Et le coût d'assurance est très élevé, il est élevé pour deux raisons. Parce que dès qu'on transporte une œuvre, il y a un risque de dégradation pendant le transport, mauvaise manœuvre, dégradation pendant l'expertise scientifique, et puis dès qu'on transporte une œuvre, il y a aussi un risque augmenté de vol. Une œuvre est toujours mieux protégée là où elle se situe à l'origine qu'au cours de phases de transport. Alors à cet égard, les assureurs aujourd'hui exigent très simplement, mais très sûrement, et ça coûte très cher, l'emploi d'un personnel de surveillance qualifié, à plein temps généralement, et des mesures de protection du type alarme et caméra dès qu'une œuvre est déplacée, d'une certaine valeur. Alors, un exemple qui m'a été donné de voir il y a quelques semaines, 2 petits mobiles de Calder, alors ce n'est pas les plus chers, mais enfin, dès que c'est un mobile de Calder, ça coûte cher, et pour un déplacement d'une soirée dans une galerie parisienne, les mobiles étaient accompagnés d'un garde du corps, personne physique, du point de départ jusqu'au point de destination et retour de ces œuvres. Alors, on en déduit quoi ? Eh bien, compte tenu des coûts qui sont supposés, une analyse scientifique ne vaudrait la peine d'être menée que pour une œuvre d'une certaine valeur et pas pour une œuvre dont la valeur serait inférieure au coût de ce type d'expertise. Par ailleurs, à la limite, c'est concevable lorsqu'il s'agit d'expertiser une œuvre, mais lorsqu'il s'agit d'en expertiser des dizaines ou des centaines, comme parfois dans des ventes aux enchères, ce coût est multiplié d'autant. C'est ce qui explique que la jurisprudence, je vous l'ai dit tout à l'heure, n'exige pas que ces expertises scientifiques soient un préalable nécessaire à la vente des œuvres d'art. Toutefois, je crois que ces considérations, ce luxe, doit être considérablement relativisé aujourd'hui. Tout d'abord, un certain nombre d'analyses scientifiques ont un coût relativement faible et produisent des résultats très rapides. Par exemple, un examen à la lampe à ultraviolet, pratiquement tout le monde peut mener un examen à la lampe à ultraviolet. C'est simple et c'est immédiat. De même, je parle là encore sous le contrôle de mon voisin, certaines analyses de pigments ne sont pas neutres financièrement, mais la somme à débourser est, me semble-t-il, assez modique. Des quelques exemples que j'ai pu en tirer,
1 à quelques milliers d'euros pour une œuvre qui parfois vaut beaucoup, beaucoup plus. Ce n'est pas un coût très important. Et puis surtout, elles peuvent être réalisées aujourd'hui en quelques heures, et le fantasme consistant à dire qu'il faut des mois et des mois pour réaliser une analyse scientifique est aujourd'hui largement mis à mal. Et puis par ailleurs, le développement des technologies a contribué à réduire les deux autres postes de dépenses. Le coût de la main-d'œuvre. Aujourd'hui, une personne qualifiée peut tout à fait se livrer à une expertise scientifique dans la plupart des cas, et les frais de transport surtout, parce que les modes d'expertise scientifique sont de plus en plus simples à mettre en œuvre, si bien qu'aujourd'hui, on parvient à ne plus déplacer l'œuvre et à faire en sorte que ce soit l'équipement scientifique qui se déplace vers l'œuvre. Et je crois que le but partagé par tous les experts est de favoriser ces analyses in situ le plus possible et de les développer le plus possible. Deuxième critique, plus radicale encore, les analyses scientifiques constitueraient un mal cette fois-ci. Alors, il y a une première variante de cette critique qui me semble extrêmement farfelue, je la passe très rapidement. On dit que si on pratiquait trop d'analyses scientifiques sur les collections qui sont détenues par les musées de France notamment, on s'apercevrait que ces collections comportent un nombre très très important de faux, bien plus que ce qu'on peut imaginer, et qu'évidemment les conservateurs de musées, les pouvoirs publics ne souhaitent pas que cette réalité soit dévoilée au grand jour. Je ne suis pas sûr que ce soit très sérieux comme critique. Il y a peut-être une part de vérité, mais enfin, il faut très largement nuancer. Plus sérieuse, en revanche, la critique qui se rapporte au risque de dégradation de l'œuvre du fait de l'expertise scientifique. Alors, certaines analyses scientifiques supposent de faire entrer des matières en contact avec l'œuvre, et plus radicalement, certaines expertises scientifiques supposent de procéder à des prélèvements sur l'œuvre. Et alors, dès qu'on fait un prélèvement, on touche à la substance de l'œuvre, et dès qu'on touche à la substance de l'œuvre, on fait décroître la valeur de l'œuvre, bien sûr. Et la justice a eu à se prononcer sur cette question. J'en voudrais pour exemple un arrêt du 26 février 1980 de la Cour de cassation. Dans cet arrêt, la Cour a estimé qu'un expert qui avait procédé à un prélèvement sans l'autorisation du propriétaire de l'œuvre engageait sa responsabilité et devait indemniser le propriétaire. Et on trouve aussi beaucoup d'exemples de cas dans lesquels un acheteur acquiert une œuvre, imagine qu'il s'est peut-être trompé, fait procéder à un prélèvement sans demander l'autorisation du vendeur, puisqu'il est propriétaire de l'œuvre, le prélèvement révèle que l'œuvre est un faux, la vente est annulée, l'acheteur doit restituer l'œuvre, le vendeur doit restituer le prix, mais le prix sera diminué du montant causé par le préjudice de prélèvement, et l'acheteur obtiendra moins d'argent que s'il était totalement remboursé du prix qu'il a déboursé. C'est à ses risques et périls. Alors, c'est vrai qu'il y a un risque de dégradation de l'œuvre, mais je crois que la critique, là encore, doit être nuancée. Les experts sont conscients de ce risque, les techniques évoluent, et on pratique aujourd'hui, je crois, des micro-prélèvements qui ne portent pas fondamentalement atteinte à la substance de l'œuvre, et puis surtout, on s'est efforcé de développer des procédés d'expertise non invasifs, c'est-à-dire des procédés d'expertise sans prélèvement, qui sont évidemment préférables. Tout cela pour passer à la troisième et dernière étape, le dénouement de l'expertise scientifique dans les 10 minutes qui me restent. Alors avant d'entamer cette dernière partie, quelques précisions d'ordre général sur toutes les formes d'expertise, y compris donc sur l'expertise scientifique. La première précision, elle est très importante, c'est que n'importe quel expert, quelle que soit la nature de son expertise, se contente de donner un avis. Et un avis, ça n'a pas de force obligatoire. Autrement dit, toute personne pourra toujours essayer de contester cet avis, et surtout, dans le cadre d'une expertise judiciaire, le juge pourra ne pas tenir compte de l'avis de l'expert. Alors, c'est en fait assez théorique, parce que quand un juge demande une expertise, c'est qu'en général, il a lui-même un doute, et la moindre des choses, quand on pose une question, c'est qu'on respecte la réponse qui est donnée. Et donc, le juge, quand il demande une expertise, dans 100% des cas, suit les conclusions de l'expert. Mais s'il voulait, il pourrait ne pas les suivre. Deuxième élément d'ordre général, la rémunération de l'expert, c'est le nerf de la guerre parfois. En matière d'expertise judiciaire, la rémunération est à la charge des parties, et précisément à la partie qui perdra à l'issue du procès. Enfin, troisième précision, qui résulte d'une pratique, d'une observation de la pratique des tribunaux. Vous avez toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait du résultat de l'expertise, c'est normal. Quelqu'un veut blanc, l'autre veut noir, et puis l'expertise dira si c'est blanc ou si c'est noir, et donc l'autre ne sera forcément pas heureux du résultat. Et bien entendu, la personne qui n'est pas satisfaite par le résultat d'expertise cherchera à obtenir une contre-expertise, une nouvelle expertise. Alors, la pratique des tribunaux montre que lorsqu'une première expertise est un travail conjoint d'un expert stylistique et d'un expert scientifique, et que les conclusions de ces deux experts convergent, soit dans le sens du faux, soit dans le sens de l'authentique, eh bien, il est très rare qu'un juge accorde une contre-expertise. Il se contente de la première vérité qui ressort de la première mission d'expertise. Alors, tout cela étant précisé,
Les résultats d'une expertise scientifique peuvent être de deux sortes. Soit l'expert a le sentiment qu'il est confronté à un faux, soit au contraire, il a le sentiment qu'il est confronté à une œuvre authentique. Autrement dit, on peut opposer le résultat négatif de l'expertise au résultat positif de l'expertise. Tout d'abord, le résultat négatif de l'expertise. C'est la première hypothèse. Les analyses scientifiques tendent à démontrer que l'objet expertisé n'est pas authentique. Dans cette hypothèse, il y a toutes les raisons d'admettre que l'objet expertisé est tout simplement un faux. Si vous avez un tableau qui est présenté comme ayant été peint par un peintre étant né et ayant vécu au XVIIIe siècle et qu'il s'avère qu'en réalité des pigments utilisés ne sont apparus qu'au XIXe siècle, on peut très raisonnablement penser, avec une certitude très élevée, qu'il s'agit d'un faux. Cette conclusion est la même quand bien même un expert stylistique aurait cherché à démontrer le contraire. Si vous avez un expert stylistique qui estime qu'on a affaire à une œuvre authentique et un expert scientifique qui conclut à un faux, c'est en principe les conclusions de l'expert scientifique qui doivent primer en la matière. Ici, la science est réputée plus fiable que la connaissance historique ou stylistique du travail de l'expert. Alors il y a peut-être des domaines quand même dans lesquels il y a une certaine incertitude, pas la peinture, plutôt la sculpture, parce qu'il est arrivé de penser que, alors prenons l'exemple d'une statue qui est censée remonter au règne d'un pharaon, je prends un exemple évoqué tout à l'heure, et supposons qu'on arrive à déceler sur la surface de la pierre l'utilisation d'outils modernes. On pourrait se dire, a priori, c'est donc que la sculpture a été façonnée au XXe siècle. Pas forcément, parce que si la sculpture à l'origine était revêtue d'une pellicule d'or et qu'un voleur, et non plus un faussaire, a supprimé cet or à l'aide d'un burin ou d'un instrument moderne, eh bien l'œuvre sera authentique, elle n'aura simplement plus sa couche d'or, mais l'utilisation d'un outil moderne ne peut pas être considérée forcément comme un signe d'absence d'authenticité de l'œuvre. Alors, il y a de très très nombreux exemples de décisions de justice qui, à l'issue d'expertises scientifiques ayant conclu à un faux, ont décrété qu'une œuvre était un faux. Je ne vais pas évoquer avec vous tous ces exemples faute de temps. Il y en a un qui a été évoqué tout à l'heure et qui est très important, très récent. C'est une affaire qui a eu l'honneur de la grande presse. C'est la célèbre affaire Beltraki. Beltraki a été confondu parce qu'il utilisait un mauvais pigment. Il n'a pas eu de chance pour un mauvais achat. Et il existe de très nombreuses autres affaires. Je me contenterai d'un ou deux exemples. Un exemple, une esquisse qui est attribuée à Rubens, un jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 7 février 1995. Les analyses radiographiques sont menées sur l'esquisse et on s'aperçoit qu'elle est peinte sur un fond blanc. Or, il est acquis que Rubens employait la technique de l'imprimatura. Autrement dit, il se servait principalement de fonds colorés pour donner une teinte plus chaude à ses toiles. Toujours dans la même affaire, le fait que le blanc de céruse ait été utilisé comme apprêt, alors qu'il est acquis, là encore, que Rubens n'utilisait que de la colle animale et de la craie. Enfin, autre analyse toujours dans la même affaire, la nature de la toile, une toile extrêmement régulière, qui laisse entendre, comme ça vous a été dit tout à l'heure, qu'elle a été obtenue par un tissage mécanique et que de toute façon, elle n'a pas pu être façonnée au XVIIe siècle. Même chose, alors autre exemple, une œuvre de Renoir, un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 7 septembre 2004, une expertise scientifique qui permet de montrer que la toile date des années 50, alors que le peintre est mort en 1919 et que par conséquent, il n'avait pas pu peindre ce tableau. Dans un autre registre, peut-être un faux mobile de Calder. On sait que Calder, c'est acquis là encore, n'utilisait que des couleurs pures et qu'il ne les mélangeait pas. Or, l'analyse de la peinture sur une partie du mobile montre qu'il y a un mélange de jaune et de colorant rouge, de sorte que ça ne peut pas être vraisemblablement un Calder. Un autre exemple récent, et d'un auteur plus récent, Andy Warhol. Alors l'exemple est amusant à mon sens. Arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 novembre 1998, il s'agissait d'un collage attribué à Andy Warhol. Or, dans le collage était utilisé du scotch double face. Or, le scotch double face n'existait pas, c'est très récent, semble-t-il, à l'époque où Warhol est censé avoir réalisé cette œuvre. On passe à la dernière étape, le résultat exactement inverse, le résultat positif de l'expertise scientifique. Alors, seconde hypothèse, et j'en terminerai par ça, l'expertise scientifique ne révèle que des signes d'authenticité. Est-ce qu'il faut pour autant en déduire formellement qu'on a affaire à une œuvre authentique? La réponse, cette fois-ci, est négative. Autant des analyses scientifiques permettent de conclure qu'une œuvre est un faux, autant des analyses scientifiques ne permettent pas de conclure qu'une œuvre est authentique. Il y a ici une dissymétrie. Il y a une dissymétrie, pourquoi ? Parce qu'il y a des faussaires extrêmement habiles. Et le faussaire le plus habile, on ne le connaît pas, et on ne le connaîtra jamais, puisqu'il a été tellement habile qu'il aura réussi toute sa carrière à échapper aux tribunaux. Et que fait un faussaire habile ? Eh bien, un faussaire habile, il sait tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. Il sait qu'il faut qu'il utilise du pigment d'époque.
Il sait qu'il faut qu'il fasse en sorte de créer des craquelures sur la toile pour lui donner l'apparence d'une toile ancienne. Il sait qu'il faut qu'il utilise un châssis ancien. Il sait qu'il faut qu'il utilise du bois ancien pour le châssis, pardon. Et donc, il est tout à fait possible qu'on n'arrive pas à déceler, que scientifiquement parlant plutôt, on ait affaire à une œuvre authentique, mais qu'en réalité, derrière cette vérité scientifique, se cache l'existence d'un faux. Alors, est-ce que ça veut dire que l'analyse scientifique ne sert à rien? Ben, certains comités d'artistes, et d'artistes très célèbres, ne sont pas loin de le penser, pour vous dire les choses clairement. Et certains comités d'artistes se méfient profondément des analyses scientifiques. Et quand les analyses scientifiques débouchent sur des conclusions positives, il semble qu'il s'agit d'une œuvre authentique, eh bien, ils préfèrent se fier uniquement à des expertises stylistiques. Alors je crois qu'il faut être beaucoup moins méchant à l'égard de l'analyse scientifique et que l'analyse scientifique, même quand elle conduit à des éléments positifs, doit bien sûr être prise en compte. Simplement, elle ne crée pas une vérité absolue. Les juristes le diraient, et j'en suis, les juristes diraient que les analyses scientifiques, quand elles se révèlent positives, créent une simple présomption d'authenticité. Et cette simple présomption d'authenticité, en droit, en quelque sorte, n'est qu'une présomption dite simple. C'est une présomption qui peut être renversée. Et par qui peut-elle être renversée? Eh bien, par l'expert stylistique. Et ici, le mouvement est exactement inverse de celui qu'on a vu dans l'hypothèse précédente. Quand un expert scientifique conclut à un faux, en général, son opinion prime l'opinion de l'expert stylistique. En revanche, quand l'expert scientifique conclut qu'il s'agit peut-être d'une toile ou d'une sculpture authentique, eh bien, c'est cette fois-ci l'expert stylistique qui aura le dernier mot. Et ce dernier mot, il sera très simple. Il peut prendre trois formes. Soit l'expert stylistique considère que l'expertise scientifique, il va dans le sens des résultats de l'expertise scientifique et il conclura que l'œuvre est authentique. Soit au contraire, l'expert stylistique considère que malgré les résultats de l'expertise scientifique, il s'agit d'un faux. Soit, et ça arrive dans certains cas, l'expert n'arrivera pas à se prononcer et l'expert lui-même a le droit de douter et parfois il pourra émettre des réserves. Alors, un exemple récent de ce travail de complémentarité et de primauté peut-être de l'expertise stylistique sur l'expertise scientifique, un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 janvier 2007. Il s'agissait en l'espèce d'une œuvre signée par l'artiste Atlan et son propriétaire souhaitait la vendre. Il cherche à obtenir un certificat d'authenticité pour pouvoir vendre à une meilleure valeur auprès de la sœur et de la femme du peintre, et la sœur et la femme refusent de délivrer le certificat d'authenticité en considérant qu'il s'agit d'un faux. Il cherche ensuite à obtenir l'avis de l'auteur du catalogue raisonné d'Atlan, et même son de cloche du côté de l'auteur du catalogue raisonné. L'auteur du catalogue raisonné considère lui aussi qu'il s'agit d'un faux. Mais persévérant, notre propriétaire s'adresse aux tribunaux et cherche à vaincre la résistance de tout le monde et cherche à faire valoir qu'il s'agit d'une œuvre authentique. Le juge des référés missionne un expert spécialiste de l'analyse stylistique, mais cet expert se fait assister de deux auxiliaires, de deux sapiteurs. Il y a d'une part un spécialiste d'analyse scientifique et d'autre part un spécialiste d'analyse graphologique. Et en l'espèce, les trois types d'analyse, stylistique, scientifique, graphologique, conduisent au même résultat. Selon les trois, il s'agit d'une œuvre authentique. Et là, l'authenticité a été admise par le juge. Mais vous le voyez, c'est parce qu'il y a eu un expert stylistique, c'est lui qui en définitive a permis et a eu le dernier mot. Alors en conclusion, lié au progrès technologique, la preuve scientifique occupe un rôle bien plus important que par le passé en matière d'authentification des œuvres d'art. De façon générale, toute matière confondue d'ailleurs, les preuves scientifiques sont réputées plus fiables que d'autres modes de preuve. On pourrait imaginer dès lors que l'expertise stylistique, autrefois dominante, s'efface progressivement au profit de l'expertise scientifique. Ce serait toutefois, je crois, une profonde erreur. Je vous l'ai dit, l'expertise scientifique ne fonctionne en quelque sorte qu'à sens unique. Une expertise scientifique, ça permet de déceler un faux, mais elle ne permettra jamais à elle seule de dire qu'une œuvre est une œuvre authentique. Dans cette seconde hypothèse, l'avis de l'expert stylistique est absolument décisif. Pour terminer, aucune des deux formes d'expertise ne devrait prendre définitivement le pas sur l'autre. Il y a entre elles une véritable complémentarité. Cette complémentarité, elle doit être préservée et elle doit être développée. Je vous remercie.